Nous sommes avec Brice Péto, qui est le manager technique d'Alerte, l'association Alerte, qui est un téléassisteur notamment sur le Rhône-Alpes. Bonjour Brice. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir dans ton émission. Est-ce que tu peux peut-être te présenter, puis présenter après Alerte? Oui, donc moi, Brice Péto, je suis manager technique au sein de l'association Alerte depuis plus de 8 ans. Et l'association Alerte, donc, c'est une association de loi 1901 qui a été fondée en 1977 par Charles-André Mérieux et une élue politique de la ville de Lyon, Simone André. Elle a été créée dans le but de faire de la téléassistance et à À l'origine de l'alerte, les alarmes étaient réceptionnées dans la compagnie de chauffage de Lyon. Et ensuite, il y a quelques années en arrière, l'association Alerte a décidé de monter son propre centre d'écoute. Donc aujourd'hui, on a notre propre centre d'écoute qui est basé à Lyon pour réceptionner un peu plus de 4000, on a un peu plus de 4000 heures raccordement aujourd'hui sur le bassin rhodanien. Donc, comme on tient quelqu'un un manager technique, on va pouvoir poser des questions. Est-ce que tu peux déjà expliquer les différents types, comment toi tu vois la téléassistance et comment est-ce que tu vois les différents types de téléassistance, les différents services? Quelle est ta vision du sujet? Bah, aujourd'hui, la téléassistance, bon, on sait qu'elle est un petit peu stagnante parce que la téléassistance est un bouton d'appel que porte la personne en bracelet ou en pendentif avec une centrale qui est branchée à leur domicile, via lequel nos opérateurs peuvent répondre et leur porter secours et adapter les secours nécessaires. Aujourd'hui, il y a plusieurs dispositifs qui émergent sur le marché. On a des dispositifs de géolocalisation qui commencent à sortir justement, qui pour moi ne sont pas encore connus réellement de nos abonnés. C'est des demandes que nous avons aujourd'hui, qui sont peut-être un petit peu plus sur des abonnés qui résident sur du rural. On a des dispositifs de téléassistance avec alors j'aime pas ce terme, mais c'est de la surveillance. On mesure en fait des habitudes de vie avec différents capteurs qui sont branchés au domicile de la personne, avec des capteurs de présence, des capteurs d'ouverture de porte. On peut avoir aussi des capteurs de lit ou des choses comme ça, qui permettent de mesurer une certaine activité et déclencher des alarmes préventives sur une dégradation, on va dire, des habitudes de vie de la personne. Bon, c'est des dispositifs encore qui ne sont pas du tout répandus, où il n'y a pas un réel besoin aujourd'hui, je pense. D'accord, donc effectivement, c'est des sujets qui ne sont pas vraiment encore développés sur ta vision actuellement en France. C'est des sujets qui sont développés, mais aujourd'hui, je pense qu'en France, on sait très bien, on n'est pas du tout dans le préventif, on est dans le curatif. Donc aujourd'hui, on fait appel à nous lorsque papy, mamie est tombé et qu'il y a besoin de mettre telle assistance parce qu'ils sont seuls et on se que ça peut être dangereux. On a deux, trois abonnés qui sont bien en dessous pardon, de la moyenne d'âge moyenne et qui ont un service de telle assistance, mais parce qu'elles ont peur quand elles vont à l'époque des cerises, monter dans le cerisier et peur de tomber et de ne pas être surcouru en temps et en heure. Mais c'est des cas qui restent quand même très rares. D'accord, le coup de la cerise, j'avais pas encore entendu. Euh, Si je te pose la question, voilà, je suis quelqu'un qui est une personne âgée ou je suis l'aidant d'une maman âgée. Comment, d'après toi, comment je dois choisir ou quels sont les critères importants pour choisir une telle assistance et puis un tel assisteur? Aujourd'hui, les critères importants pour choisir une telle assistance, moi, je pense que c'est la proximité. Nous, on le voit sur Lyon parce qu'on est le plus gros téléassisteur sur les régions lyonnaises. La proximité est un élément clé parce que les gens peuvent venir au bureau, s'ils ont un problème, ils viennent directement chez nous, ils ont un point de rencontre. Et le fait d'avoir on va dire un packaging clé en main, tout en main, c'est-à-dire je veux une offre quitte à payer un peu plus cher premium, mais je veux qu'il y ait un technicien qui vienne à mon domicile pour installer un tel assistant, je veux avoir un technicien qui vienne me dépanner dans les 48 heures si j'ai un problème quelconque, que ce soit week-end, jour férié. Voilà. Aujourd'hui, c'est des éléments qui jouent beaucoup sur la contractualisation d'un abonnement. Et aussi, alors nous, on a été
l'association a été fondée sur une valeur sociale très forte qu'on conserve et qu'on a envie de conserver. Et cette valeur sociale aussi, les gens y sont beaucoup attachés aujourd'hui. Et encore plus pendant cette crise sanitaire qui dure depuis maintenant un peu plus d'1 an. Voilà, où on a fait pas mal d'actions auprès de nos abonnés pour les rassurer, pour leur dire qu'on était présent. Et justement, cette vocation sociale, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui sera recherché encore plus demain par les utilisateurs, aussi par leurs aidants. D'accord. Si moi je suis l'aidant, et puis que je reçois une liste, je vais à l'action sociale, je vais à la mairie, je vais là au conseil départemental, bref, je reçois une liste, différente enfin, d'une trentaine de téléassisteurs. Comment à ce moment-là, je peux faire pour choisir le bon téléassisteur? Comment tu peux faire? Alors, Parce qu'en fait, il y a beaucoup de téléassisteurs ou beaucoup de gens qui se disent dans la téléassistance. Comment est-ce que je fais pour sélectionner le bon téléassisteur? Parce qu'il y a le matériel qui peut être commun entre deux différents téléassisteurs. Le service, on a l'impression que c'est le même. Comment est-ce que je fais pour choisir entre tel ou tel téléassisteur? je pense il y a la rapidité de la réponse qui va jouer, à mon avis, sur le contact que tu vas avoir avec plusieurs téléassisteurs. Voilà, la rapidité, le prix aussi. Je pense que le prix aujourd'hui, faut pas se le cacher, c'est quelque chose qui est pris en compte et qui n'est pas minime dans le choix d'un téléassisteur, mais qui, à côté de ça, voilà, il y a d'autres personnes qui préfèrent payer le prix fort. Après, au niveau du matériel, tous les téléassisteurs utilisent quasiment le même matériel. Il y a la façon de le commercialiser après derrière. Euh, mais je pense que la rapidité de réponse, aujourd'hui, les gens veulent tout rapidement. Euh, et l'accueil qui leur est réservé. Tout à l'heure, tu disais que la proximité était un sujet important. En quoi est-ce que la proximité est importante? Et pourquoi est-ce que si je suis à Lyon, j'aurais plutôt la proximité jouerait plutôt en faveur d'Alerte, et pourquoi est-ce que je ne prendrais pas un tel assisteur plus national? En quoi est-ce que la proximité, oui, est-elle importante? La proximité elle est importante justement d'avoir un point d'accueil physique dans un premier temps. Ça, c'est quelque chose auquel nos aînés sont très attachés. Leurs enfants aussi attachent de l'importance à ce sujet-là. Et la deuxième chose, c'est le délai d'intervention qui sont extrêmement écourtés parce qu'aujourd'hui, une personne qui nous appelle, nous, sous 24 heures, 48 heures, on déplace un technicien et on installe le matériel. Si tu fais le choix d'un téléassisteur national qui n'a pas forcément des équipes techniques qui sont déployées sur tout le territoire, forcément, ça va être un processus qui va prendre plus de temps, et encore plus quand tu es confronté à des services après-vente où il faut tout gérer par envoi postal. Et ça devient aussi compliqué pour les personnes âgées qui sont isolées de pouvoir envoyer leur transmetteur. Enfin, c'est des contraintes en plus qui peuvent les freiner justement à l'adhésion d'un service de téléassistance. D'accord. Autre sujet, dans les prochaines années, comment est-ce que tu vois le développement de la téléassistance? Pas forcément en nombre, mais en produits, en services. Est-ce qu'on va vers la conciergerie? Est-ce qu'on va vers la santé connectée? Comment est-ce que toi tu vois l'avenir de la téléassistance? L'avenir de la téléassistance, moi, je le vois. Alors, d'un côté, sur la santé connectée, oui et non, parce qu'il y aura un modèle économique, à mon avis, qui va peser beaucoup dans la balance. L'avenir de la téléassistance, pour moi, elle va être plutôt mobile. Elle va être d'une partie plutôt mobile parce qu'on va avoir des jeunes seniors qui vont être plus dynamiques, qui vont bouger, qui vont faire beaucoup de randonnées, de choses comme ça. Et elle va être aussi, d'un point de vue sur le développement, alors ce n'est pas de la santé connectée, hein, mais il y a des fabricants qui vont sortir des produits justement qui seront susceptibles de détecter des chutes à un pourcentage relativement élevé pour le moment sur le papier, sans porter de médaillon. Donc quelque chose de moins stigmatisant pour les abonnés. Voilà, le port aujourd'hui d'un médaillon, d'un bracelet, c'est tout ce qui nous remonte quotidiennement, c'est que c'est quelque chose de très stigmatisant. Et on assimile le port du médaillon à une perte d'autonomie, au vieillissement de la population, et des choses comme ça. Donc c'est pas forcément bien vu aujourd'hui chez nous en France, le port d'un bracelet. Donc je pense que la dématérialisation de ce bracelet via des capteurs ou des choses comme ça, et qui pourront détecter une chute instantanée, réelle, à des pourcentages relativement élevés, je pense que ça peut être l'avenir de la téléassistance.
Alors justement, comme j'étais dans l'émission, et puis que tu connais bien la partie technique, est-ce que tu peux donner ta vision de la réalité des capteurs de chute à l'heure actuelle? Est-ce que ça fonctionne pas du tout? Est-ce qu'il y en a qui fonctionnent? Est-ce que ça déclenche trop d'alertes, pas assez d'alertes? Parce qu'on entend tout sur ce sujet-là. Toi, Oui, sur le terrain, t'en penses quoi? alors nous, on est très prudent avec ces détecteurs de chute aujourd'hui qui existent sur le marché. On n'a pas un retour, on va dire, réel du terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents capteurs qui sont intégrés dans le bracelet et même si tous les facteurs pour déclencher une chute automatique, un appel automatique suite à une chute, sans que la personne ait actionné un bouton manuel, sont réunis, on sait très bien qu'il y a un pourcentage relativement, je pense, élevé, euh, qui fera que l'alarme ne se déclenchera pas à la finalité. Et on est confronté à des problèmes, on ne va pas dire quotidiennement, parce que aujourd'hui, nous, on a un parc, comme je te disais, de 4000 abonnés à peu près. Donc, ces produits sont demandés très, très fortement, mais on est très prudent sur la commercialisation et on dit clairement à nos abonnés que ça peut marcher comme ça ne peut ne pas fonctionner. En fait, quand tu vois, par exemple, quand tu es approché par un fabricant d'un énième, entre guillemets, énième capteur de chute, qui te dit qu'il détecte les chutes à hauteur de, je sais pas, de 85%, ce 85%, il est fiable, d'après toi, d'après ce que tu as testé, ou est-ce qu'il faut encore le réduire? Est-ce que 85%, c'est beaucoup? Comment est-ce que tu vois la chose? Bah, si demain tu me vends un dispositif de détection de chute automatique qui va détecter 85% des chutes, euh, pour moi, ça serait quelque chose déjà ça serait un produit plutôt fiable. Aujourd'hui, c'est pas la réalité du terrain. Voilà. À ton avis, on est plus proche de combien qu'on se rende compte, en fait? Aujourd'hui, je pense qu'on est plus proche allez, des 50%. 50%, d'accord. Donc, c'est-à-dire pour ceux qui nous suivent bien, c'est que 50% des personnes âgées qui auraient un capteur de chute, dans 50% des cas, elles chuteraient et ça ne déclencherait pas l'alarme. Oui, parce qu'il faut faut que ça soit une chute lourde avec une perte enfin, avec une immobilité d'un temps relativement imparti et qu'il y ait, pour ainsi dire, pas de mouvement. Mais on sait très bien que si la personne chute, par exemple un meuble ou quoi que ce soit, ça va fausser la perte de verticalité qui peut fausser tout l'algorithme qu'il y a derrière sur la détection de chute. Voilà. On s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui viennent vers nous pour souscrire un abonnement avec un détecteur de chute, en fait, derrière, il y a une autre problématique, c'est que c'est des personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs type Alzheimer. Et les aidants savent pertinemment que la personne ne pourra pas appuyer sur son médaillon si elle tombe. Donc, Et en nous, fait, très donc c'est clairement, pour ça là-dessus, ce qui se manque, c'est à partir du moment où vous lui mettez un détecteur de chute, c'est pas parce qu'elle va tomber, si elle essaye de se relever, qu'elle bouge ou quoi que ce soit, l'alarme, très, très sincèrement, ne déclenchera pas. d'accord. Autre système de téléassistance, tu en as un petit peu parlé au début, c'était on met des capteurs au domicile à la personne âgée et un logiciel qui apprend le mouvement, enfin la vie de la personne âgée dès qu'il y a un phénomène anormal, on va dire le logiciel crée une alerte, ce qu'on appelle par actimétrie ou par Mhm. prédictive. Pour toi, sur ce type de technologie, on en est où à l'heure actuelle au niveau technique? Est-ce que techniquement c'est au point? Et deuxièmement, est-ce que au niveau commercialisation, est-ce que c'est demandé? Techniquement, c'est au point, mais au niveau du besoin, il n'y en a pas réellement. Voilà. Aujourd'hui, nous, on se rend compte, comme j'évoquais juste avant, ça me fait penser à autre chose, sur les personnes atteintes de troubles cognitifs type Alzheimer, pardon. On a sorti une offre avec de la téléassistance couplée, par exemple, à la vidéo. Cette offre de téléassistance couplée avec de la vidéo a déjà fait ses preuves. On a un abonné qui justement a installé une caméra au domicile de sa maman parce qu'il savait pertinemment qu'elle passait 90% du temps dans son salon. Elle dormait même dans son salon, elle faisait tout dans son salon et il savait très bien qu'elle n'appuierait jamais sur son déclencheur. Et en fait, il se connectait régulièrement le matin, le soir, dans la journée pour voir ce qui se passait au niveau du live des caméras. Et un matin, il s'est connecté à la caméra, il a vu que sa maman était allongée par terre dans le couloir et là, ça a porté ses fruits justement pour le faire ce petit Alzheimer.
Ces nouvelles technologies en fait, de prédictives ou par caméra et cetera, hem, qu'est-ce qui d'après toi fera démarrer ces technologies? Est-ce que c'est les nouveaux seniors qui vont arriver? Est-ce que c'est la promotion? Pourquoi est-ce que ça démarrerait dans les prochaines années parce que, l'assistance par actimétrie, moi les premiers capteurs que j'ai vus de ce système-là, c'était en 2003. Et là encore ça et en 2021, c'est pas encore, démarré nos commercialisations. Maintenant, on soit au point, mais c'est pas démarré nos commercialisations vraiment. Qu'est-ce qu'il faut que faut-il faire pour faire démarrer ces technologies? Est-ce que c'est simplement attendre que la génération plus jeune arrive ou est-ce qu'il faut faire d'autres opérations? Alors pour moi, il y a un problème générationnel là-dedans, parce que nos abonnés actuellement, nos anciens, ne sont pas habitués à tous ces nouveaux devices qui arrivent sur les marchés. D'accord. Ah On voit oui. très bien, on a fait des expérimentations avec des devices des devices connectés relativement simples d'utilisation. On voit qu'il y a des freins, il y a des blocages dans tous les cas. Demain, les jeunes seniors, aujourd'hui, ils sont tous équipés d'un smartphone, ils sont tous équipés d'une connexion Internet, ils savent utiliser un ordinateur, ils ont conscience un petit peu de tout ce qui se fait technologiquement parlant, sur la domotique, sur tout un tas de choses. Donc, je pense que le frein principal aujourd'hui, c'est essentiellement un conflit générationnel. On n'en fait pas la promotion parce que, très franchement, il y a pas de besoin aujourd'hui. Il sera peut-être là, présent dans quelques années futures. On a eu nous, on a fait une expérimentation justement avec un de ces types-là, de dispositif. Euh, voilà, ce qu'il en est ressorti, c'est que la fille était contente de savoir que quand elle appelait sa maman, ben, elle regardait son application smartphone, elle pouvait savoir si sa maman était dans son domicile ou si elle était à l'extérieur. Donc elle faisait juste ce lien-là pour se dire, OK, bon, bah, si j'essaie de l'appeler et qu'elle ne répond pas, ben, vu qu'elle est à l'extérieur, ça paraît logique. D'accord. Voilà, et au-delà de ça, on a un problème aussi, je pense, de modèle économique. Voilà. Aujourd'hui, nous, notre offre d'entrée de gamme sur notre téléassistance, notre offre premium, pardon, sur notre base de téléassistance, on va arrondir ça à 24 euros par mois pour du matériel RTC. On a déjà du mal à le vendre, alors que sur des modèles économiques qui sont triplés, voire quadruplés, ça serait beaucoup plus difficile de le vendre, en sachant qu'on est dans un tout autre service, bien sûr. D'accord. Si on va plus loin dans ces systèmes, à base d'actimétrie dans le prédictif, d'après toi, d'après ta vision, on va pouvoir mesurer quoi dans les 10 prochaines années? Si on se projette en 2027 ou 2030 avec ces services et ces nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on pourra mesurer? Est-ce qu'on va pouvoir mesurer jusqu'à la dénutrition des personnes âgées si on met un capteur sur le frigo? Est-ce que tu as une idée là-dessus? On ne pourra jamais mesurer la dénutrition d'une personne âgée, même si tu mets un capteur sur un frigo. Comme on l'a déjà expliqué, le fait que tu mettes un capteur sur un frigo, bon, tu vas avoir une information qui va te dire, bon, le frigo était ouvert, le frigo était fermé, mais rien ne te dira forcément que la personne a mangé ou non. On a le cas d'une personne où son parent était atteint d'Alzheimer, ils avaient mis un capteur sur un frigo, justement, alors ils s'apercevaient qu'il y avait du mouvement, mais quand il y avait une personne qui venait sur place, ça s'apercevait que tout ce qu'il y avait dans le frigo restait dans le frigo. D'accord, d'accord. Mais au moins, on va pouvoir mesurer que, la personne âgée a ouvert le frigo une fois au moins pour manger. Oui, on pourra mesurer qu'elle a ouvert le frigo, on pourra mesurer, on va pouvoir mesurer ses habitudes de vie, voilà, savoir à quelle heure elle se lève, grossièrement, hein. On va pouvoir mesurer de l'activité au domicile. Voilà, on D'accord. va pouvoir aussi mesurer comme j'expliquais tout à l'heure, le cas que je prenais tout à l'heure, on va pouvoir mesurer si une personne dort réellement dans sa chambre, dort dans son salon, euh, tout un tas de choses comme ça. Moi, je crois plus. Par contre, c'est des alarmes, comme je disais, préventives. Aujourd'hui, ça n'exclut pas Ça peut déclencher. S'il n'y a pas de mouvement et il y a un changement d'habitude de vie de la personne, on a des alarmes qui sont différées d'à peu près 45 minutes. Justement, c'est des seuils qui avaient été établis par le fournisseur pour ne pas être trop pollué au niveau des alarmes, au niveau du plateau d'écoute, et d'avoir quelque chose de relativement réel. Et donc, des alarmes qui sont envoyées 45 minutes après une chute, pour prendre l'exemple de la chute et dans notre métier de téléassistance, euh, c'est pas instantané. Le jour où on arrivera à avoir des capteurs qui pourront détecter des chutes instantanées avec des pertes de verticalité et déclencher des alarmes euh, instantanément, là, je pense que ça peut être l'avenir justement de la téléassistance.
Si on envoie un message, entre guillemets, entre nous, aux fabricants de matériel de téléassistance, qu'est-ce que tu leur demanderais pour les prochaines années? Ce que je viens d'expliquer. Je demanderais un dispositif qui nous permette de détecter des chutes en temps réel. D'accord. Sans forcément avoir besoin de porter un dispositif. D'accord. Une conclusion? En conclusion, pour faire un lien un petit peu avec tout ce qu'on a dit, moi je pense que pour les prochaines années et pour la téléassistance future, voilà, on va avoir un marché qui va fortement évoluer avec des générations qui vont évoluer aussi. Et on va plutôt se tourner vers des dispositifs connectés, mobiles et avec des technologies embarquées relativement puissantes. Super, merci Brice. Brice Péto, je rappelle que tu es manager technique chez le Téléassisteur, association Alerte à Lyon. Merci beaucoup. Merci Frédéric.